Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute. J'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un épisode plutôt sympa. On va parler des 5 piliers d'une relation saine et durable. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que j'ai bien l'impression dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, de la génération dans laquelle nous sommes, ça m'a l'air assez compliqué et hasardeux d'arriver à établir ce genre de relation. Et pourtant, c'est possible. De ce fait, je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui un podcast pour pouvoir justement t'aider et tout simplement te donner les 5 piliers qui pour moi sont essentiels pour créer une relation saine, équilibrée et durable. Déjà pour commencer, on va parler de qu'est-ce que justement une relation saine et durable. C'est tout simplement une union entre deux personnes qui va être basée sur des fondements solides, de confiance, de respect, de communication, de tout un tas de choses. C'est un petit peu comme j'aime bien l'imaginer parfois, euh, la chape d'une maison. Si tu construis une maison sans la chape, forcément, elle va être bancale, elle va pas être durable, elle va s'effriter, elle risque de s'effondrer et elle ne résistera pas aux intempéries. Et donc tout simplement, tu faxes ça sur la relation, c'est la même chose. Les intempéries sont les problèmes et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, une relation saine et durable, justement, c'est une relation qui est basée sur des bases solides, d'accord? C'est une relation dans laquelle les partenaires se soutiennent mutuellement dans les hauts et les bas. On va traverser l'adversité ensemble, ok? On partage une connexion, émotionnelle profonde et on est engagé à cultiver cet amour et la croissance en fait du nous pour qu'il puisse vieillir, grandir et évoluer. Pour moi, c'est logique, mais euh, beaucoup de personnes vont aussi traverser ou du moins s'engager dans des relations au travers de leurs blessures. Et pour moi, la base aujourd'hui, alors peut-être que ça va te paraître fou, mais ça me paraît pourtant tellement logique. Et je pense même que c'est la question que je poserai dans la future relation si elle se présente à moi. Je pense que je dirais, ok, plutôt que de demander quels sont tes goûts, qu'est-ce que tu veux dans la vie, quels sont tes projets, comment tu vois l'avenir, etc. Je pense que je regarderai la personne et que je lui dirai, ok, où est-ce que tu en es dans la gestion de tes blessures émotionnelles? Parce que soyons honnêtes, aujourd'hui, 99% des relations se terminent à cause de nos blessures de gosse. Parce qu'on traverse la relation avec tout ça, parce que tout simplement, euh, on ne les a pas forcément guéries et elles viennent empiéter en fait sur la relation. Alors que si tu prends le temps, avant de t'engager, de toi chercher à te guérir, à te rééquilibrer, à être la personne la plus saine possible, déjà tu vas attirer des gens qui sont sains, beaucoup plus, puisque tu ne choisiras plus les personnes au travers de tes propres blessures. Et en plus de ça, tu auras du coup l'espace et l'opportunité de pouvoir créer ce genre de relation. Et pour moi, c'est tellement important aujourd'hui et on passe à côté de ça en fait. On se choisit, ok, tu me plais physiquement, t'es sympa, on a plus ou moins les mêmes envies, les mêmes idéaux, allez super, ça roule, et puis basta. Mais c'est pas comme ça que ça marche et tu le sais très bien, puisque j'imagine bien que même si tu es en relation actuellement, ou en tout cas si tu as eu des relations qui n'ont pas du coup fonctionné, si tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, souvent, on retombe tous dans nos blessures. Toujours, toujours, toujours. Il y a aussi une part assez importante qui est la communication. Mais ça, j'y reviendrai dans les piliers. Mais vraiment, je pense que c'est sous-coté. Et en vrai, je t'encourage, la prochaine fois que tu dates, pose cette question. Où est-ce que tu en es dans la gestion de tes blessures émotionnelles? Et si la personne n'est pas capable de répondre, ni toi-même, je pense que vous avez du travail à faire, très clairement. Ça reste bien sûr mon avis, mais pour moi, si on ne travaille pas d'abord sur soi, ça va être très difficile d'arriver à créer ce genre de relation complètement saine, stable et durable. Alors attention, hein, tu peux très bien avoir des blessures et les régler aussi durant la relation, mais c'est quand même beaucoup moins facile, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment
de te laisser l'espace pour guérir, de te laisser l'espace tout simplement pour avancer, pour évoluer et ensuite trouver cette relation-là. Il y a aussi l'effet, tu sais, et ça m'est déjà arrivé aussi, et pourtant aujourd'hui j'ai l'impression que c'est totalement erroné, le truc de ah c'est lui, ah c'est elle. Alors oui, t'as une espèce de connexion de malade, oui c'est vrai, il y a certains humains avec qui on connecte plus fort que d'autres. Mais désolé de te décevoir, les trois quarts du temps, ce que tu ressens, même les petits papillons que tu vas ressentir dans le ventre, c'est tout simplement des sécrétions hormonales. L'autre est un miroir. Et l'autre va autant réveiller ta plus belle lumière comme tes plus belles ombres. Et c'est pas parce que tu ressens ça comme ça, et la plupart vous serez sûrement d'accord, que ça va forcément durer. Il y a ma sœur un jour qui m'a dit, et je trouvais ça très pertinent, ma sœur est en couple depuis ses 17 ans, et elle en a bientôt 43. Et c'est pour moi l'exemple type du couple durable, sain, équilibré. Elle a créé tout ça avec lui. Ils ont co-créé en fait cette relation. Ils ont 3 enfants aujourd'hui et chaque enfant d'ailleurs les a complètement rapprochés. Bref. Tout ça pour dire que je lui posais la question et je lui ai dit mais est-ce que tu l'as regardé comme l'homme de ta vie? Elle m'a dit absolument pas. Elle m'a dit à aucun moment je me suis dit c'est l'homme de ma vie. J'ai traversé la relation, j'étais folle amoureuse de lui, je savais que j'avais envie d'aller loin avec lui. Elle me dit, c'est que finalement, quand on a eu notre premier enfant, que là, je me suis dit, ok, lui, en fait, ça va être l'homme de ma vie. Et ça faisait déjà, punaise, elle a eu le premier à 25 ans, donc tu vois, ça faisait déjà 8 ans qu'ils étaient ensemble. Mais à aucun moment, elle a prédisposé sa relation en se disant, c'est l'homme de ma vie. Et tu vois, je trouve ça génial pour le coup de me dire que elle a tellement raison, en fait. Ça ne veut pas dire finalement que ce sera lui ou pas lui, peu importe, mais il n'y a eu aucune pression sur leur couple de on va passer notre vie ensemble et c'est nous et machin et tout ça. Et pourtant, ils sont toujours ensemble. Donc, je précise quand même vraiment à ce sujet-là, tu vois, que effectivement, c'est pas parce que tu ressens ça que ça va forcément être le cas. Parce que la bonne personne, elle n'existe pas. Par contre, elle peut le devenir. Avec de l'envie, de la communication, de la patience, de l'écoute, du travail, de l'amour. Et en un sens, du coup, il y a plein de personnes qui peuvent devenir la bonne personne. Mais tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est vraiment une co-création à deux. Et si tu fais pas ça comme ça, ça donnera rien, forcément. C'est une certitude. Voilà, donc je voulais te donner un petit peu ma vision et la définition pour moi de ce qu'est un couple sain, équilibré, durable, tout simplement. Et je vais pouvoir te parler, du coup, des 5 piliers. Le premier pilier, on va dire que c'est ta chape. C'est la chape de ta maison, c'est le béton sur lequel tu vas pouvoir construire tout simplement le reste de la maison, les fondations. Dans une relation amoureuse saine, la confiance, le respect sont des piliers fondamentaux. Ce sont eux qui contribuent à établir une connexion solide et durable entre les partenaires. C'est vraiment ce socle, comme je t'ai dit, où le nous va pouvoir grandir, évoluer, vieillir, et où ensuite tu vas pouvoir construire la suite de la maison. La confiance, c'est un tout, d'accord? C'est, ok, je te fais confiance, je crois que tu vas agir de manière honnête, je crois ta parole, je ressens que tu es une personne éthique dans toutes les situations, je sais que tu tiendras tes promesses, que tu es fiable. Je pense également que tu peux totalement être avec moi qui tu es vraiment. Je te fais confiance. C'est pas juste, ok, on se fait confiance à demi tranchant, ou voilà, parce que parfois on a peur aussi de par nos anciennes relations d'être blessé, etc., ou de souffrir. C'est vraiment ce côté de, ok, on accorde tous les deux chacun une confiance commune, et on établit aussi les limites de tout ça, tu vois, pour déjà poser ce premier pilier qui est super important. Ensuite, on y ajoute forcément le respect. Le respect, c'est pas juste le respect de l'autre tout simplement comme ça. C'est le respect de tout ce qu'il est. C'est-à-dire, je te respecte tel que tu es. Je respecte ton indépendance, je respecte tes besoins, tes limites, tes envies. Je t'écoute, je donne de l'attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. Je suis respectueux et je prends en considération tes sentiments, tes opinions.
Et c'est vraiment important pour le coup de tout respecter chez l'autre. Même s'il y a des choses que tu ne comprends pas forcément, des choses avec lesquelles peut-être tu n'es pas d'accord, mais peu importe. Tu prends la personne telle qu'elle est et tu respectes qui elle est pleinement. Pour le coup, vraiment, la confiance et le respect, c'est vraiment des piliers essentiels. Logique, hein, tu me diras, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde, malheureusement. C'est vraiment de cette façon que tu crées en fait une sécurité émotionnelle. Même si tu n'es jamais sûr de rien, attention, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut ne plus s'aimer, on peut malheureusement prendre des chemins différents et tout ce qui s'ensuit. Mais de manière générale, déjà, pour commencer à construire une relation au point de départ, si tu as cette sécurité émotionnelle, où tu peux te sentir toi, te sentir aimé, soutenu, valorisé, alors tu vas pouvoir commencer à vraiment créer quelque chose de solide, de durable. Donc tu as la base pour poser justement le début de cette relation. Ensuite, le deuxième pilier, on va dire que c'est les premières briques, c'est le premier étage de ta maison. Chose cruciale, méga importante, la communication. Mais pas la communication comme beaucoup l'entendent. La communication, c'est pas seulement je m'exprime, je dis ce que je pense et terminé, pas du tout. Être un bon communicant, savoir tenir une bonne communication, ça inclut plusieurs choses. La première, déjà, c'est d'apprendre à t'exprimer, pas sous le coup des émotions, d'accord? C'est ok, j'ai des émotions, mais je vais les laisser passer. Je vais attendre que ça aille mieux pour pouvoir créer justement un environnement propice à la discussion, à la communication, à l'échange. J'exprime donc mes besoins, mes envies, mes limites, mon point de vue, sans attendre que l'autre comprenne forcément ma réalité. Juste, je partage ce que je ressens. Et surtout, j'écoute l'autre. J'écoute activement l'autre et je me mets dans ses pompes pour comprendre son point de vue aussi. Même si peut-être que dans la finalité, je vais peut-être pas le comprendre, mais j'accepte qu'il ait un point de vue parfois divergent, d'autres besoins, d'autres attentes, d'autres envies. Mais à aucun moment, le but, ça va être de se convaincre. On s'écoute. Et on se retrouve finalement à mi-chemin. On trouve un terrain d'entente dans lequel on trouve un équilibre tous les deux, ensemble. Et je t'assure qu'avec une bonne communication, on peut absolument tout faire. Mais bien plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique. On ne sait pas communiquer. Ou on communique mal. On accuse l'autre. Par exemple, tu vois, je prends souvent l'exemple de la cuisine. C'est un truc qui a dû me trigger très fort. Plutôt que de dire, je sais pas, tu rentres du boulot et finalement la cuisine est en bordel, enfin voilà, t'es fatigué, tout ce qui s'ensuit. La réaction primaire, ce serait, ben voilà, encore une fois, tu fous le bordel, t'as rien rangé, etc. Et puis tu me fais chier. Oui, ben oui, donc t'accuses l'autre. Comment tu veux que l'autre réagisse? Ben il va se défendre, ça va être une guéguerre d'ego, vous allez pas vous comprendre, alors que, au final, avec une bonne communication, ça aurait pu être totalement évité. Si par exemple tu appréhendes ça en disant, écoute, quand je rentre du boulot le soir, je suis vraiment fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas l'énergie pour ranger la cuisine, ce serait bien qu'on trouve ensemble un terrain d'entente. Dans ce cas-là, comment tu veux que l'autre se braque? Il va forcément être ouvert à la discussion, il va t'écouter, il va t'entendre, il ou elle, hein. Et de ce fait, vous allez pouvoir régler totalement le mini-conflit qui aurait pu être créé. Donc apprends aussi à t'exprimer avec le je, sans accuser l'autre. Plus tu vas chercher de toute façon à accuser l'autre, et moins tu vas bien communiquer, dans tous les cas. Du coup, je dirais que c'est vraiment important d'arriver à trouver cet équilibre, à s'exprimer clairement, à parler avec le je, à s'exprimer surtout avec sincérité et honnêteté. L'autre n'est pas dans ta tête, d'accord? Apprends à l'écouter, fais preuve d'empathie. Et surtout, je dirais, un sujet à la fois. Pour une discussion XY, ne remettez pas en tout cas en question toute votre relation ou je ne sais quoi. C'est pas le moment de faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Un sujet à la fois. Ok? Donc être un bon communicant, ça s'apprend, ça se travaille. Et ça peut totalement faire en sorte que ton couple dure, soit équilibré. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on peut parler d'absolument tout et je vous pousse en tant que amoureux, amoureuse, en couple, à parler de tout. Pardon.
On peut parler de tout ce qui nous dérange, même, surtout, des choses qui nous dérangent, même si c'est désagréable, même si ça va frictionner sur l'instant. C'est ce genre de discussions qui vont faire évoluer votre relation et qui vont faire qu'elle va devenir encore plus profonde, encore plus stable, encore plus durable. Vraiment. Oui, c'est pas agréable. Oui, parfois on a peur de blesser l'autre, de perdre l'autre, d'être rejeté ou je ne sais quoi. Mais au final, ces discussions, elles font grandir. On discute de nos besoins, de nos limites, de nos envies, de nos familles. On peut discuter de sexualité, d'intimité, de complicité, d'absolument tout. Comme je disais, pour moi, le couple, ça doit vraiment être une safe place, où tu peux être toi-même, sans filtre. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses à revoir. Et dans ce cas-là, si tu es toi-même, tu peux absolument exprimer toutes les versions de toi. Bien sûr, n'oublions pas que nous avons tous un jardin secret, ça c'est autre chose. Mais de manière générale, le nous que vous allez créer à deux, ça doit être de l'honnêteté, de la sincérité, du partage, de la communication, de l'écoute. Et de ce fait, ça doit être un lieu où vous vous sentez tous les deux en sécurité émotionnelle, où vous pouvez parler de tout, échanger sur tout, et même si vous n'êtes pas d'accord, trouver un terrain d'entente. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important. À présent, si tu veux monter les briques du deuxième étage, on va parler du troisième pilier, qui est l'engagement. L'engagement, c'est pas seulement des paroles, d'accord? C'est pas seulement toi je te marie, je t'épouse, je te fais des enfants, super, génial. Ça, ce sont des mots. C'est cool, ça peut être probable et arriver, mais évite de trop dire les choses tant qu'elles sont pas encore faites. On ne sait pas de quoi demain est fait. L'engagement, ça passe par plusieurs choses, d'accord? On fait les choses déjà ensemble. On est là pour faire face aux défis, aux difficultés qui vont parfois peut-être arriver dans la relation. On est engagé, on est prêt en fait à faire face à l'adversité. On est déterminé finalement à faire en sorte que tout ça renforce la connexion pour faire durer le couple, au lieu d'imaginer que ça peut nous séparer. Bien sûr, on inclut dans cet engagement la fidélité et la loyauté. Maintenant, c'est propre à chaque couple. C'est important aussi de discuter de ça. Où est-ce que pour vous s'arrête la fidélité ou la loyauté? Dans mon cas, par exemple, tu es infidèle si tu commences ne serait-ce qu'à flirter en discutant avec quelqu'un. Pour moi, c'est déjà la limite. Ça reste ma vision. On est tous différents, il y a aussi des couples libres, bref, peu importe. Chacun le voit à sa façon. C'est juste important d'être clair dès le début de la relation. Qu'est-ce que veut dire pour toi fidélité et loyauté? C'est vraiment important d'en discuter ensemble, d'accord? Et ensuite, quand on s'engage, on a des objectifs communs, des rêves, des aspirations communes. Peut-être qu'on a envie aussi de réaliser des choses ensemble, du style des voyages, construire une maison, peut-être avoir un chien, un chat, je sais pas, faire un enfant, peu importe. Mais du coup, quand on s'engage à respecter aussi finalement ce à quoi on aspire. C'est finalement une promesse en fait de dévouement, de soutien et de croissance mutuelle. C'est vraiment un engagement qui est profond, authentique, et on le travaille ensemble pour justement créer une relation épanouissante, enrichissante, durable et tout ce que tu veux. Avec tout ça, déjà, avec ces 3 premiers piliers, tu as largement de quoi construire déjà un début de relation plutôt pas mal. Et ensuite, on va poser le toit. Posons donc le toit avec le pilier numéro 4, les langages de l'amour. Ça, c'est quelque chose aussi de très important dans la compréhension de l'autre et dans la compréhension de soi. Gary Chapman, dans son livre The Five Love Languages, bon, il existe aussi en français, il explique, les différents langages de l'amour, donc les différents biais de la façon dont tu vas exprimer ton amour, ton affection. Donc je vais te les donner, si jamais tu veux plus de détails, j'ai carrément fait un épisode là-dessus, les 5 langages de l'amour, il me semble. Là, je vais juste te les donner grosso modo et t'expliquer le but et l'utilité surtout de ça. Donc en premier, on a les paroles valorisantes. Donc ça implique justement le fait de donner des compliments, des mots aimables, de s'encourager, tout simplement de donner aussi des mots importants à l'autre en disant voilà, je t'estime, je te fais confiance, je t'aime, j'ai de l'amour pour toi. C'est ma façon de te dire que je tiens à toi.
Et souvent, dans ce cas-là, les mots sont importants pour toi. En second, on a le temps de qualité. Ça, c'est plus un moment en fait où tu vas créer des souvenirs avec quelqu'un. C'est ok, par exemple, on va regarder un bon film sans la distraction du téléphone. On va aller faire une rando, on va aller faire un voyage, on part en week-end, peu importe. On passe du temps que tous les deux. On se consacre du temps et de l'attention, surtout de l'attention, sans distraction. Et on crée des souvenirs et tout ce qui s'ensuit. C'est une manière en fait aussi d'avoir une connexion émotionnelle plus profonde. Le troisième, c'est les cadeaux. Pour certaines personnes, le fait d'offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux, c'est une façon de dire je tiens à toi, je t'affectionne, ou je me sens aimé, je suis aimé. Le quatrième, c'est les services rendus. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Prendre soin des enfants, tout simplement faire le repas, le ménage, peut-être aider ta partenaire sur son travail, enfin peu importe. En tout cas, tu viens apporter du soutien. Tu viens aider la personne dans son quotidien ou dans tout ce qu'elle va faire pour dire je tiens à toi, je t'affectionne, je t'aime. Et le dernier, le plus courant, on va dire, le contact physique. Donc ça implique le toucher, les câlins, les bisous, etc. C'est une façon justement de se sentir connecté aussi émotionnellement, de se sentir aimé, tout ça, tout ça. On a tous un langage primaire, c'est-à-dire qu'on a tous une manière prédominante par laquelle on exprime et on ressent l'amour. C'est très important déjà que toi, tu puisses tout simplement connaître et comprendre quel est ton langage personnel. Je te donne un exemple, pour ma part, dans une de mes relations. Moi, mon langage, le primaire, c'est les paroles valorisantes. Donc pour moi, c'est très important d'entendre les choses, les mots sont importants et tout ça, tout ça. Ma façon de te dire que je t'aime, que je tiens à toi, ça va être par les mots. Mon partenaire en face, lui, c'était le contact physique. Moi, personnellement, je suis pas du tout câline ni quoi que ce soit, du moins pas des plus câlines. Et en fait, on s'aimait en soi de la même façon, mais on ne le partageait pas de la même façon. De ce fait, comme on n'en avait pas conscience, très souvent, c'était ok, en fait, tu m'aimes pas parce que tu me fais jamais de câlins. Oui, mais toi, tu m'aimes pas parce que tu me dis jamais que tu m'aimes. Voilà. On se retrouve sur un serpent qui se mord la queue, sauf que finalement, on veut dire la même chose juste par un biais différent. Donc l'idée, c'est de dire, ok, mon langage, c'est celui-ci, quel est celui de mon partenaire? À ce moment-là, dans ma relation, j'aurais très bien pu faire plus attention, donner plus d'affection, d'attention, de câlin à la personne qui avait besoin de recevoir ça. Et à l'inverse, lui, la même chose. C'est la même chose pour toi. Si vous avez le même langage, jackpot. Si en revanche il est différent, c'est important de faire attention d'écouter l'autre. Et surtout d'observer et de comprendre en fait de quoi il a besoin. Et crois-moi, tu vas éviter tout un tas de conflits rien qu'en comprenant le langage de l'autre. Parce que si par exemple c'est du temps de qualité et que toi c'est les câlins, peut-être que ton câlin tu pourras davantage le faire, peut-être je sais pas, aller regarder un film, peut-être aller faire un spa, peu importe, lui offrir cet espace pour son temps de qualité et toi avoir le contact physique. On ne parle pas de changer ni quoi que ce soit, on parle juste de travailler ensemble pour que chacun puisse se sentir comblé à sa juste valeur. Donc maintenant qu'on a posé le toit, et je te laisserai du coup écouter si jamais le podcast sur les langages de l'amour de manière qui est un peu plus profond, on va dire. On va parler du coup du cinquième pilier, on va poser le crépi sur la maison et on va parler de l'équilibre des énergies. Ça, pour moi, c'est sous-coté. C'est clairement sous-coté. Déjà, je vais t'expliquer un petit peu le précepte et je vais surtout l'expliquer de manière très globale parce que c'est pas vraiment, c'est bien plus complexe que ce que je vais t'expliquer, mais c'est pas le but de ce podcast, en tout cas de cet épisode. Je le détaillerai peut-être dans d'autres épisodes. Et d'ailleurs, il y a 2 épisodes où je parle du yang au féminin et du féminin blessé, où tu pourras aller justement comprendre un petit peu plus ce que sont ces énergies. Donc pour remettre le concept, l'énergie féminine, non. Oui, si, pardon, l'énergie féminine. Oui, parce que je précise à ne pas confondre entre masculinité et féminité. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Les énergies féminines et masculines, on les a chacune en nous, hommes comme femmes. L'énergie féminine, c'est l'intuition, la douceur, le flow, la réceptivité, l'émotionnel, la vulnérabilité, le être.
Et associé à ça, on met donc l'énergie masculine, qui est plus dans le faire, le contrôle, la force, la logique, l'action, la protection, la prise de décision. Tout ça, c'est en nous. On divague de l'un à l'autre selon les circonstances, on va dire, de notre quotidien, de notre vie. Aujourd'hui, de par les injonctions sociétales, familiales, de la génération dans laquelle on est, etc., on est très souvent déséquilibré. On se réfugie en fait dans une des énergies ou dans l'autre. Et le souci avec ça, c'est qu'on arrive du coup déséquilibré dans un couple, et je vais te donner du coup mon exemple. Pour le coup, il y a des années-lumière, dit-elle du haut de ses 33 ans, que je suis complètement déséquilibrée et dans un excès d'énergie totalement masculine. De ce fait, je ne sais ni accueillir ni recevoir. Je ne sais pas en fait laisser place à mon énergie féminine. De ce fait, en couple, je vais être une contrôlante. Je vais être quelqu'un qui va leader tout le temps. Sauf que ça, c'est l'énergie que j'ai en prédominance qui me pousse à faire ça. Mais c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin ou envie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour le coup, et ça reste ma réalité, j'ai besoin d'un homme qui lead, qui ait de l'assurance, qui prenne des responsabilités, qui prenne des décisions, qui vraiment, tu vois, soit dans cette énergie-là. Mais je ne peux pas accueillir un homme dans cette énergie-là si moi je suis complètement déséquilibrée et que je prends cette place. Donc l'idée, c'est d'arriver à être équilibré dans ces énergies pour trouver sa place au sein du couple. Je pense que l'équilibre des énergies est propre à chaque couple. Il y a des hommes qui vont largement apprécier et chercher ça d'ailleurs, une femme dominante, une femme contrôlante, tout ce que tu veux. Bon, le mot dominant, je suis pas très fan, mais on va dire une femme qui prend le lead, voilà. À l'inverse, il y a des femmes qui vont pas du tout apprécier ça, comme moi. Moi, je vais chercher vraiment l'équilibre de l'homme qui me sécurise émotionnellement, même si je suis capable, attention, de m'apporter cette sécurité, mais qui me sécurise au sein du couple et tout ce qui s'ensuit, qui a vraiment ce lead, ce leadership de masculinité au sein du couple. Et si je veux pouvoir, comme je te disais, accueillir ça, j'ai besoin d'avoir un équilibre et d'être totalement guéri au niveau de mes énergies. Donc, savoir accueillir autant mon énergie féminine que mon énergie masculine. Maintenant, comme je disais, c'est propre à chacun, d'accord? Là, vraiment, je te l'explique grosso modo, mais c'est bien plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est important que tu aies déjà une ébauche, que tu comprennes un petit peu le précepte de tout ça et que tu puisses peut-être te poser la question. Ok, est-ce que moi je suis équilibrée dans mes énergies? Est-ce que j'ai une prédominance? Est-ce que finalement il y a des choses à guérir? Parce que tant que tu seras déséquilibré, tu vas attirer forcément des personnes aussi déséquilibrées que toi. En revanche, plus tu seras équilibré, et plus tu vas aller vers des personnes qui le sont. Encore une fois, je te donne mon exemple. Étant totalement en énergie masculine, j'ai toujours été attirée par des hommes en énergie très féminine. Aujourd'hui, le switch a été fait, et encore en train de se faire. Je suis en train de trouver l'équilibre dans mes énergies. Les hommes qui m'attiraient avant, je ne les regarde même plus aujourd'hui. Parce qu'ils dégagent des choses qui ne m'attirent plus vu que moi je suis totalement équilibrée dans mes énergies. Et là je me suis dit, ah oui quand même, effectivement. Mais tu vois, si j'avais pas fait ce travail sur moi, j'aurais continué d'attirer les mêmes personnes. Qui pour le coup ne me convenaient pas. Comme je disais, tout ce qui compte c'est de comprendre ce qui te convient et ce dont tu as besoin dans un couple. Il n'y a pas de recette unique à dire l'homme est ici et la femme est là. C'est un équilibre, ok? Et le plus important, c'est que cet équilibre te permet de trouver ta place au sein du couple. Et quand chacun est à sa place, se sent complètement valorisé, aimé, sait exactement finalement quel est son rôle, il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas. Bon, il y a toute la vie autour, attention, mais avec tous ces piliers-là, plus le dernier, logiquement, tu es dans une relation équilibrée, saine, et tu contribues, du coup, à l'évolution positive de cette union en trouvant ta place. C'est vraiment quelque chose d'important et je pense autant pour les hommes que pour les femmes, très clairement. Il n'y a aucune énergie qui est à rejeter. Juste trouver son équilibre. En trouvant celui-là, enfin, en trouvant cet équilibre, pardon, tu peux co-créer un couple sain et durable. Très clairement. Donc tu vois, on a construit une maison ensemble aujourd'hui. On a mis la chape, donc le premier pilier, confiance et respect. On a posé le premier étage, les premières briques, qui sont donc la communication.
On a mis le troisième étage avec la suite des briques, qui correspond à l'engagement. On a posé par-dessus un toit, qui correspond au langage de l'amour. Et en posant le crépi, on a parlé de l'équilibre des énergies. Et pour moi aujourd'hui, avec ces 5 piliers, s'il y a de l'amour, de l'envie, de la réciprocité, ça fonctionne. Bien sûr, comme je l'ai dit, la bonne personne n'existe pas. Il faut sortir de son Disney, d'accord? Mais elle le devient si elle le souhaite. Et on le devient ensemble si on le souhaite, à deux, avec tous ces piliers. Bien sûr, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, mais là, pour moi, tu as les 5 piliers les plus importants pour pouvoir justement construire et créer ce genre de relation. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un petit e-book totalement offert que je laisse du coup en téléchargement dans ma bio Instagram. Tu pourras donc le retrouver en cliquant dans ma bio Instagram, Maëlle Tapia, et tu pourras télécharger ce petit e-book que tu pourras avoir sous la main, où je te parle encore plus en détail de ces piliers, de ce qu'il en est, etc., etc. Et puis en fait, c'était juste pour pouvoir t'offrir quelque chose qui te sera utile dans tes relations amoureuses. Parce que le but, et c'est tout ce qu'on cherche, si en tout cas on a envie de créer un couple, c'est une relation saine, équilibrée et durable. Donc n'oublie pas déjà de commencer par toi à guérir tes blessures, par toi à être équilibré. Et d'ailleurs, si tu as besoin de soutien pour ça, tu sais que j'accueille quelques élèves en hypnothérapie, en suivi en tout cas, dev perso. Tu es donc là où la bienvenue. Tu m'écris sur Insta, tu m'écris par mail, avec grand plaisir. Et une fois que tu es passé par la guérison, par la gestion de tout ça, tu verras que tu vas pouvoir attirer des relations complètement différentes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu et que ça te sera utile. Comme d'habitude, si tu as 2 minutes, je t'en serai très reconnaissante de donner un avis et une petite note pour le podcast. Tu as juste sur Spotify et Apple Podcast à aller tout en bas de la page et tu peux laisser ton avis et la petite étoile. C'est pas grand chose pour toi et c'est énormément pour moi, alors je t'en serai très reconnaissante. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut!